C'était il y a plus de 20 ans. Au tournant du millénaire, le président russe Boris Eltsine créait la surprise en démissionnant un jour de réveillon. Je pars avant le délai prévu. J'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Il confie les rênes de la Russie du XXIe siècle à son Premier ministre. Vladimir Vladimirovitch Poutine ne les lâchera plus jamais. Cet ancien du KGB, plutôt austère, n'était pourtant pas dans le cœur des Russes. Mais sa popularité s'envole grâce à la guerre qu'il mène en Tchétchénie entre 1999 et 2000, puis plus tard en Géorgie, en Ukraine. Il apparaît comme le garant de l'unité territoriale du pays. Après des années 90 chaotiques, la conjoncture économique favorable joue aussi en sa faveur. La Russie, alors deuxième producteur mondial de pétrole, profite de l'explosion des prix de ces années-là. Vladimir Poutine veut donner l'image d'un homme fort. Pour les Russes, il est le garant de la stabilité. Plus il reste au pouvoir, plus il incarne la stabilité. Les Russes préféraient un régime plus ferme pour la garantie d'une stabilité. La population russe a peur de la déstabilisation, de la dégradation de la situation économique et sociale. Mais depuis quelques années, sa popularité baisse. En 2018, une réforme des retraites impopulaire est votée et globalement, le niveau de vie recule. Aujourd'hui, un Russe sur 7 est sous le seuil de pauvreté, soit 20 millions de personnes. À cela s'ajoute une inflation galopante. Ce sont des préoccupations majeures pour les Russes, suivies par la corruption. Dénoncer la corruption, c'est justement le cheval de bataille du plus célèbre opposant à Vladimir Poutine de ces 10 dernières années, Alexeï Navalny. Victime d'une tentative d'empoisonnement puis arrêté, il purge aujourd'hui une peine dans une des prisons les plus dures du pays, pour des faits de détournement de fonds et de diffamation. Comment cet avocat de 44 ans est devenu gênant pour le pouvoir? Poil à gratter ou réelle menace, Poutine a-t-il quelque chose à craindre de ses opposants? Pour le savoir, regardons d'abord le paysage médiatique en place en Russie. L'opposition a réussi à se faire entendre, bien que les organes de communication soient largement contrôlés par le pouvoir. Et oui, dès les années 2000, Vladimir Poutine a nationalisé les médias à tour de bras. 100% de la télévision fédérale russe est sous contrôle du pouvoir. Et il s'agit du moyen d'information principal pour 50% de la population aujourd'hui. Alexeï Navalny a beau être actif depuis une dizaine d'années, il est tout simplement ignoré par ces médias traditionnels. Il y a plusieurs journalistes qui reconnaissent que Alexeï Navalny faisait partie de la liste noire des personnes à ne jamais inviter. Une consigne respectée dans un pays où les journalistes font l'objet d'intimidation et de répression. Mais il y a quelque chose que le pouvoir n'avait pas vu venir et qui a une place très importante dans la stratégie de l'opposition. Le développement d'Internet comme plateforme ouverte pour dire des choses comme ça. Всего этого ролика, рассказывая про Путина, я упомянул кучу людей, абсолютно разных, и вроде бы ничего их не связывает. Но сейчас вы поймете, почему они здесь все. Все они встретились на Черноморском побережье, чтобы дать самую большую в мире взятку. Dans cette vidéo, Alexeï Navalny dénonce une véritable mafia organisée autour de Vladimir Poutine. La preuve de cela, explique-t-il, un palais à plus de 1,3 milliard de dollars construit pour le dirigeant russe, ici, au bord de la mer Noire. Ce film cumule plus de 115 millions de vues, un quart des Russes l'auraient visionné. En janvier 2021, quand Alexeï Navalny est arrêté, un appel à manifester est lancé. Il est massivement relayé sur les réseaux sociaux, notamment par de très jeunes gens. Ça a totalement tétanisé le pouvoir. C'est-à-dire que les parents ont été rappelés aux ordres, les écoles, il y a eu des menaces et des incitations à ne pas sortir, donc ça a vraiment fait peur. L'autre particularité de ces manifestations, c'est qu'elles ont été suivies sur quasiment tout le territoire russe, soit 11 fuseaux horaires. On n'est plus dans le microcosme de Moscou, vous voyez. On voit que cela gagne l'est du pays et c'est ce qui fait peur au régime.
Ce mouvement semble donc toucher de nouveaux pans de la société, mais de manière assez limitée. Entre 250 et 350 000 personnes auraient manifesté dans toute la Russie, un pays de 144 millions d'habitants. Quant à l'activité de Navalny, la proportion des Russes qui l'approuvent est encore très minoritaire, 19%, contre 56% qui ne l'approuvent pas. Malgré l'impact limité de la présence en ligne de l'opposition, la réaction du Kremlin est ferme. Plusieurs lois restreignant la liberté d'expression ont été votées ces 10 dernières années et un gendarme du net, le Roskomnadzor, a été créé. Par exemple, 24 heures avant les manifestations de soutien à Navalny, ce service de surveillance des communications annonçait que le réseau social TikTok avait supprimé 38% des contenus jugés illégaux au regard de la loi russe. Certains réseaux, comme LinkedIn, sont interdits en Russie. D'autres, comme Twitter, font parfois l'objet de ralentissements ou de condamnations en justice. Mais le rêve de Vladimir Poutine, c'est de pouvoir fermer Internet quand bon lui semble. Ce projet de réseau souverain nommé Runet est en cours, mais cela prendra encore du temps. L'autre terrain sur lequel l'opposition essaye de gagner du poids, c'est celui des urnes. Mais le système électoral russe est une forteresse bien gardée. Officiellement, les électeurs ont le choix entre plusieurs partis. Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, et plusieurs autres, par exemple le Parti communiste ou le Parti libéral-démocrate de Russie. Ce sont les partis dits systémiques. S'ils sont autorisés à présenter des candidatures, c'est qu'aucun d'eux ne remet vraiment en question le pouvoir en place. Pour les autres, qui le critiquent ouvertement, comme Navalny, c'est quasiment impossible de se présenter. Souvent disqualifiés parce qu'ils ont un casier judiciaire lié à leur activité militante ou à des accusations de fraude ou de détournement de fonds. Dans ce contexte, pour avoir du poids, la stratégie de l'opposition, c'est d'appeler au vote intelligent. Cela consiste à voter pour un candidat du système, celui qui est le plus à même de remporter un siège, une mairie, face au candidat du pouvoir. Avec une plateforme en ligne, les équipes de Navalny indiquent aux électeurs pour qui il est le plus efficace de voter contre Poutine. Peut-on mesurer l'impact de ce vote intelligent ? Même s'il est difficile à évaluer, les équipes de Navalny revendiquent des petites victoires. Par exemple ici, à Novosibirsk, à 3000 km de Moscou. Lors des élections parlementaires partielles de septembre 2020, le parti soutenu par Navalny a gagné 5 sièges. Mais partout ailleurs, ce sont les candidats du pouvoir qui ont gagné, souvent dès le premier tour. Il n'y a pas de danger direct pour Vladimir Poutine. En fait, ce qui représente le danger, c'est de montrer qu'il y a des pans de la scène politique qu'il ne maîtrise pas. La réponse du Kremlin, continuer de museler l'opposition sur le terrain cette fois-ci. En avril 2021, la justice a ordonné la suspension des activités des QG de Navalny, qui sont le principal relais du combat de l'opposant. Le pouvoir dispose par ailleurs de leviers puissants pour influencer les choix de l'électorat. Il y a un mot-clé en Russie qu'on appelle la ressource administrative, qui permet de faire voter dans le sens dont on a besoin les gens qui sont sous contrôle. Les retraités, les budgetniki, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui dépendent du budget de l'État, les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans les entreprises publiques, parapubliques, ça c'est plus de la moitié de la population active. Et enfin, il y a l'argument financier. Je suis convaincue qu'avant les élections, il y aura des allocations assez généreuses qui sont distribuées et l'état de finances de la Russie, les réserves de change, le fonds de bien-être national sont suffisamment remplis pour permettre au régime de faire cela. C'est donc tout un système qui garantit le maintien de Vladimir Poutine au pouvoir. Pourtant, le Kremlin s'acharne contre ses opposants. Le pouvoir surréagit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fantasmer, le pouvoir russe, il a des bases solides, il a une popularité réelle. Voilà, le pouvoir russe n'est pas en train de vaciller ou de trembler. Il est même quasi indéboulonnable. Depuis l'été 2020, une modification de la Constitution a remis le compteur des mandats à 0.
Vladimir Poutine pourra donc se représenter à la présidence en 2024 et en 2030. Je pense que cette décision de prolonger ces différents mandats est un point faible, est un aveu d'échec, je dirais, parce qu'il n'a pas su ou il n'y a pas de successeur possible dans son cercle. Et pour les Russes, Alexeï Navalny, pourtant opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, n'apparaît pas comme un concurrent sérieux. Même s'il a gagné en notoriété ces dernières années, grâce à l'acharnement dont il fait l'objet et dont il fait preuve aussi.